bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau grand tour du potager. Vous allez voir que les choses ont bien évolué depuis 3 semaines déjà, depuis la dernière visite. De nouvelles cultures qui se sont implantées, plein de gestes à vous partager. Des anciennes cultures aussi qui commencent à arriver à récolte. Ça y est, le potager qui commence à bien produire. Des aléas aussi, notamment des limaces qui m'ont causé pas mal de dégâts. Beaucoup de choses à voir. Donc on ne traîne pas et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec la première parcelle que vous voyez derrière moi et notamment avec des blettes qui sont dans leur 2e année et qui commencent à monter en graines. Mais avant ça, ça fait 3 semaines, un mois qu'on se régale de leur récolte. Parce que les blettes, et c'est pour ça que je vous pousse à en mettre dans votre potager, elles ont la particularité vraiment de produire sur 2 ans. La première année, elles vont produire de mai jusqu'aux premières gelées. Et la 2e année, elles vont produire précocement au printemps, en avril, au début du mois de mai. Et ensuite, elles vont monter en graines. Et donc là, comme j'ai des plants un petit peu partout qui sont dans leur 2e année, je ne vous raconte pas les récoltes qu'on fait depuis 3 semaines, un mois. Chaque fois, j'essaie de remplir au maximum, vous savez, un gros panier. Je mets bien 30, 40 feuilles. Et pour vous donner un ordre d'idée d'ailleurs, pour chaque grosse récolte, ça me fait à peu près 15, 20 portions au repas maximum, 20 portions individuelles. Donc ça fait 3, 4, 5 repas familiaux à 4 personnes. Et donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on en consomme une grosse partie de saison, mais aussi on en congèle. Les blettes, ça se congèle très bien, vous les cuisez au faitout avec un petit peu de crème et comme ça nous permet de nous nourrir du potager en plein hiver une fois qu'il aura bien moins de récoltes à nous offrir. Puis pour finir avec cette première parcelle, vous y voyez aussi notamment des petits pois, des mange-tout, toujours le même système. Je les ai mis en tutorage sur des grillages à moutons. Ça va faire plus de 2 mois. J'avais semé ça fin février, début mars. Donc là, on arrive sur la fin de la culture. On commence à avoir les fleurs, les premières gousses là, de petits pois. Et d'ici 1 semaine, 10 jours, ça va aller très vite. Une fois que les fleurs arrivent, par la suite, ça arrive très vite à production. C'est une culture qui va très vite de la fleur au légume final. Donc je vous dis d'ici 1 semaine, on va pouvoir commencer à se régaler à la fois des mange-tout et des petits pois. Ensuite, on passe à la 2e parcelle et celle-ci est entièrement consacrée à une fraiserie. Alors c'est une fraiserie qui est dans sa 2e année. Je vous l'avais montré la saison dernière. J'avais implanté des plants de fraisier qu'on appelle en racines nues. Alors juste, je vous rappelle, pour implanter une fraiserie, soit vous pouvez partir à partir de plants en godet, mais vous pouvez aussi implanter des plants en racines nues. Et l'avantage qu'on leur prête, qu'on leur cite souvent, c'est qu'ils ont énormément de vigueur, ils ont beaucoup de productivité, de production de fraises. Et là, cette 2e année, vraiment forcé de constater que ces plants sont extrêmement vigoureux. Donc là, pour l'instant, mes simples gestes de jardinier, c'est d'avoir de l'attention, d'être vigilant par rapport à l'arrosage, à l'humidité, mais j'en ai pas à faire parce qu'on a des pluies assez fréquentes. Par contre, je veille aux herbes indésirables qui ont vite tendance à envahir une fraiserie, comme j'ai pas de bâche, donc je veille jour après jour à arracher des herbes indésirables qui pourraient un peu trop faire concurrence à la culture. On passe à la 3e parcelle maintenant et là j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Alors ça part avant tout de plants de choux, de vieux plants de choux que j'ai arrachés une fois que je les ai récoltés. J'avais laissé quelques rejets monter en fleurs et là donc je me suis décidé à implanter des haricots que j'avais semés en godet. Ils ont bien germé sous la serre et là maintenant que les gels sont terminés, que le sol est un petit peu réchauffé, je me suis décidé à aller replanter tout ça au potager. Donc j'arrache les plants de choux, je dépaille. Je me décide à passer quand même un coup de grelinette parce que en ce moment je sens que j'ai le sol qui est bien lourd, un petit peu gorgé d'eau, tassé des dernières pluies. Donc dépaillage, coup de grelinette, c'est l'occasion de voir comme à l'habitude ce sol, on voit beaucoup de vers de terre, ça c'est toujours un bon signe je trouve, en tout cas moi je me régale de voir cette activité biologique qui m'aide à aérer, à décompacter, mais que je juge insuffisante pour vraiment faire un travail d'oxygénation maximale. Donc grelinette, râteau, gémiette, j'oxygène, je réchauffe un petit peu ce sol en lui faisant prendre l'air ambiant, et puis par la suite donc je me décide à implanter mes
godets de haricots. Donc comme je vous le dis souvent, je prends le temps et puis je me régale toujours de faire ça. Là on est au contact de la terre. Donc tout s'est bien passé et puis ce qui s'est passé par contre par la suite est beaucoup moins joyeux. C'est que je me suis rendu compte au fil des jours que j'avais mes plants qui se faisaient complètement dévorer et je n'ai pas été assez réactif, c'est-à-dire qu'au début je m'en suis pas assez soucié, sauf que rapidement je me suis rendu compte que ça devenait un vrai carnage et ce que j'ai fait c'est que je me suis mis carrément l'alarme sur mon téléphone de sortir à 21h, 22h le soir une fois que la nuit tombe et là je suis tombé vraiment sur le festin des limaces. Alors c'est curieux parce que sur une majorité du potager je suis vraiment très peu ennuyé par les limaces, mais ici sur cette parcelle et même sur les premières que je vous ai montrées, je suis un peu plus ennuyé parce que je n'avais pas du tout travaillé le sol, j'avais laissé un paillage de feuilles mortes et coïncidence ou pas, corrélation ou pas, je me suis retrouvé avec pas mal de limaces. Donc le semis là, enfin le repiquage est presque fichu, je vais quand même laisser les quelques plants, mais là je viens de ressemer quelques haricots dans le but je pense de rechanger ces plants là parce qu'ils se sont fait complètement dégommés par les limaces et je vous le répète encore et toujours et moi aussi il faut que je me le répète, faisons attention avec ces limaces, elles sont capables vraiment de dévorer en un rien de temps la moindre de nos cultures. Et puis pour finir avec cette parcelle, alors je ne vous montre pas tout parce que sinon ça ferait trop de détails, ce serait trop compliqué. Donc là je vous montre juste une culture de fèves qui borde ces semis de haricots qui se sont fait dévorer. Donc là pour les fèves tout se passe très bien, j'avais semé ça, c'était vers la fin février, début mars, un semis de pleine terre. Et là ce que je voulais vous montrer, c'est que les fèves, c'est bien de les butter je trouve, vous savez, pour qu'elles restent bien droites, surtout s'il y a du vent où les plants peuvent parfois se coucher. Alors on peut aussi les tutorer avec des grillages, des treillis, mais ça ici j'avoue que je le fais peu, je trouve que c'est un peu compliqué de tutorer une culture de fèves, mais par contre maintenant je prends soin de ramener la terre le long des plants, de rehausser le sol, la terre de bien 15, 20, 30 cm et comme ça, ça maintient vraiment les plants bien droits. Là vous voyez aujourd'hui par exemple, on a un peu de vent, on a eu des orages, des coups de vent à 40, 50, 60, 70 même km/h et malgré ça, la culture de fèves reste bien droite parce que je prends l'attention, je prends le soin de bien buter les plants. Donc ça c'est important, pensez à le faire, je trouve, si vous avez une culture de fèves, si vous avez un peu de vent chez vous, soit vous les tuterez pour éviter que les plants ne cassent, ne se couchent, parce que si ça se couche, ça va perdre en photosynthèse, en exposition lumineuse, et ça va gagner en humidité au contact du sol, et ça peut générer des maladies. Donc butez vos plants de fèves, vous aurez des plants encore plus vigoureux. On passe à la 4e parcelle et là je vais m'attarder sur une zone consacrée au laitue. Là c'est la variété Justine, vous voyez que c'est une belle variété bien paumée, moi j'adore les laitues là, bien vertes, bien craquantes, bien croquantes, avec des cœurs blancs, vert pâle. Je me régale vraiment de ces laitues. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de trous parce qu'on les récolte jour après jour. Et puis rapidement je vais faire ce qu'on appelle de la contreplantation, c'est-à-dire que même pas quand la culture est terminée, je vais enchaîner avec d'autres cultures. Au milieu des dernières laitues qui restent, je vais aller implanter des cultures d'été. Les beaux jours là commencent à arriver et on va pouvoir implanter tout ce qui est aubergines, poivrons, concombres, piments, tomates que je vais implanter dans les jours à venir. Et puis pour finir donc très rapidement sur cette parcelle, une zone de libre, heureusement il y en a sur le potager pour accueillir là les tout premiers plants estivaux. Je vais mettre par exemple une courgette peut-être dans les jours à venir. Et puis sur la fin de la parcelle, quelques plants de fèves parce que comme toutes les cultures, je disperse un petit peu mes plantations, ça limite comme ça les risques de maladie. Si une culture est atteinte, le fait qu'elle soit sur plusieurs endroits du potager, eh bien ça évite à une maladie de se propager sur l'entièreté de la culture.
sur la parcelle suivante, on passe à la culture des pommes de terre. Donc là, on est déjà, on arrive quasiment à 2 mois après la plantation, 50-60 jours. Vous voyez que les plants ont commencé à bien pousser, à prendre une belle hauteur. Et ce qu'il est important de faire avec cette culture, c'est faire ce qu'on appelle un butage, comme pour des plants de haricots, comme pour des plants de fèves, mais là de façon encore plus conséquente. Donc d'habitude, on peut le faire avec de la terre, avec du compost, on peut ramener de la matière organique. Là pour l'instant j'ai fait avec de la tonte de prairie mélangée à des feuilles mortes, des petits broyats, tous les résidus végétaux que j'ai sur mon terrain, et donc je mets tout ça au pied de mes plants. Alors attention avec la tonte parce que c'est une matière organique fraîche, humide, un petit peu, je parlais dans une dernière vidéo des feuilles d'ortie fraîches. Sitôt que ce sont des matières organiques humides fraîches, il ne faut pas trop les entasser, pas trop qu'elles soient en manque d'air. Donc là je les ai laissées un moment étalés au sol, brasser, sécher, s'oxygéner, et après donc j'en profite pour les ramener au pied de ces plants et faire donc comme un butage pour tous les avantages que je vous ai cités, espérer des belles récoltes sous ce butage avec mes tontes de prairie. Donc voilà pour ces plants de pommes de terre. D'ici 10 jours, je vais pouvoir commencer, ça y est, à aller faire les premières récoltes qu'on appelle en primeur. Alors c'est pas des récoltes pour les conserver parce que la peau sera toute fine, toute légère, mais c'est les meilleures patates qui existent, celles qui sont bien jeunes avec la peau toute fine. On peut manger d'ailleurs la peau, ça va être un total régal. Donc voilà pour cette parcelle. À côté, vous avez quelques oignons que j'avais plantés à l'automne qui commencent à monter en graines. Alors je vais laisser peut-être 2-3 plants pour essayer de récolter des graines, mais sinon les autres on les récolte parce qu'on se régale de ces oignons là blancs. C'est tellement bon avec les blettes, avec les épinards, avec crus aussi en salade. On s'en régale. Quelques plants de choux, quelques blettes de première année qui vont prendre le relais des plants de deuxième année qui eux vont être bientôt arrachés. Et puis pour finir avec cette première zone, vous voyez derrière moi une double rangée de petits pois. Je peux vous dire qu'on en sème à la folie, des petits pois et des mange-tout. J'essaie de semer 15-20 mètres linéaires sur la saison, tellement on se régale de ces cultures. Donc là j'avais semé 2 variétés, j'ai laissé les étiquettes, c'était en date du 26 février, variété Roi des Conserves et variété Golden Sweet. Alors une qui a une floraison blanche, l'autre qui a une floraison violette, donc c'est vraiment génial, c'est beau, on récolte avec les yeux dans un premier temps. Et oui, pour finir, une belle plante, je vous en parle pas souvent des plantes, c'est vrai, sur la chaîne. Là c'est une acanthe, vous voyez, c'est une plante vivace. Alors elle prend bien presque 1 mètre carré. Alors on pourrait se dire que du coup on perd en production de légumes sur le potager, mais moi ici je tiens vraiment à avoir un potager qui apporte aussi du plaisir, du bien-être, des contrastes, de la couleur, de la biodiversité. Donc je consacre quelques mètres carrés pour avoir des fleurs, pour avoir des plantes. Et là donc cette belle vivace, une acanthe qui rentre en pleine floraison. On continue de faire le tour et là vous voyez une autre parcelle avec là aussi des laitues, mais qui n'ont rien à voir avec l'autre culture de laitue. C'est l'occasion de parler des choix variétaux. Là ce sont des laitues rouges grenobloises à feuillage et on peut quasiment d'ailleurs les récolter feuille par feuille, bien croquantes là aussi, mais c'est vraiment une autre variété que ces laitues paumées de tout à l'heure avec la variété Justine. Et puis juste derrière des fèves que là aussi j'ai bien buté, je vous ai montré les images tout à l'heure, quelques zones de libre, quelques patates. Et on va passer à la parcelle suivante. Sur cette autre parcelle, encore et toujours des blettes de deuxième année, avec des feuilles qu'on continue de récolter avant que ça monte définitivement en graines. Et puis derrière, vous voyez une double rangée de mange-tout qui est en pleine floraison. Alors j'ai tout semé à la fois là, donc 2 fois, je crois que ça fait 4 mètres ou voire même 5 mètres. Donc 2 fois 5 mètres, 10 mètres de mange-tout. On risque d'être en excès de récolte, mais c'est pas grave, on va en profiter de donner un petit peu aux amis, aux voisins, à la famille. C'est toujours chouette de donner quand on produit de la nourriture. Les gens sont tellement contents d'avoir de la bonne nourriture là d'un jardinier. Donc floraison, là aussi d'ici 10-15 jours, ça devrait arriver à récolte. Et puis juste à côté, des premiers plants de tomates, je vous en reparlerai tout à l'heure quand on verra d'autres plants. Et puis juste à côté encore, des pieds de betterave, je les avais semés là aussi, je vous avais montré ça, c'était dès le mois de février, semis soit en godet, soit en alvéole, repiquage courant du mois de mars. Et là on devrait récolter les premières betteraves d'ici un bon mois encore. Et des semis de betteraves, j'en fais 3-4 dans l'année pour vraiment récolter de début juin jusqu'au plein hiver pour vraiment se nourrir au mieux de cette culture.
Et puis pour finir avec cette zone, je vous montre une parcelle où il y a eu une culture qui n'a pas du tout marché et une autre qui est en train de bien se passer. Donc celle qui n'a pas du tout marché, c'est des épinards. Je vous avais montré ça, j'avais commencé à le faire en alvéole, vous savez, pour un premier itinéraire de saison quand il fait encore trop froid dehors. Je sème des épinards en alvéole, 3 petites graines par alvéole et puis je repique tout ça en pleine terre dès début mars. D'habitude, franchement, ça se passe bien, mais là j'ai l'impression que la culture a subi un gros choc de stress, de température. Il y a eu un gros coup de chaleur juste après mon repiquage. J'aurais dû regarder la météo parce que les épinards détestent vraiment l'excès de chaud. Et là, j'ai l'impression que ça a complètement traumatisé la culture. Elle n'a jamais voulu se développer. Les feuilles sont restées vert pâle, toutes petites. Et j'ai préféré au final tout arracher. J'ai pas insisté. J'ai pas voulu m'amuser à récolter là, ces petites feuilles. Et vous verrez en plus que j'ai d'autres itinéraires ailleurs dans le potager où là, les épinards sont bien plus jolis. Et là, on s'en régale. Et puis en fond de parcelle, là, une association qui se passe très bien, c'est de planter des choux avec à côté des betteraves. Là aussi, je vous l'avais montré dans de précédentes vidéos, des plants de choux semés en janvier-février, des betteraves semées en février-mars, et puis on peut les coller assez serrés. Les betteraves vont avoir le temps de se développer au pied des choux, on va les récolter d'ici un petit mois, et puis ça laissera la place ensuite aux choux pour finir leur croissance, et eux on les récoltera juillet, avant le plein été, parce qu'ils n'aiment pas ça, et puis ensuite donc on sèmera et on plantera des choux cette fois-ci en été pour les récolter en arrière-saison durant le plein hiver. Après, on passe à ce que vous voyez derrière moi. C'est une zone à artichauts. Il y a à la base, je crois, 6 ou 7 plants que j'avais plantés il y a 2-3 ans parce que la culture d'artichaut, elle est vivace sous la majorité des climats. Il n'y a que ceux qui ont des hivers très vigoureux où là, vous ne pouvez les cultiver qu'en culture annuelle. Les plants ne vont pas survivre. Mais sinon, chaque automne ou chaque début de printemps, on va avoir des nouveaux plants, des nouveaux rejets qui vont partir du plant mère et vous gardez, on appelle ça des œilletons, vous gardez 2, 3, 4 rejets par plant et comme ça chaque année vous avez vraiment une forêt d'artichauts. Alors c'est vrai que ça prend un peu de place pour les petits potagers, c'est pas forcément la culture à conseiller, mais sitôt que vous avez la chance d'avoir un grand potager, installez vraiment des pieds d'artichauts parce que c'est très nourricier. Quand je vois en plus le prix des bottes d'artichauts dans le commerce, il y a des sous à récolter des dizaines et des dizaines d'artichauts. En plus c'est nourrissant, c'est cœur d'artichaut là, c'est un total régal. Donc sous climat doux on les récolte en ce moment, sous des climats plus tempérés vous allez les récolter un peu plus tard en saison, voire même en fin d'été pour les climats les plus frais. Donc voilà pour les artichauts et on va passer maintenant au carré potager. Alors concernant les carrés potagers, vous voyez derrière moi un mesclun de jeunes pousses à la fois asiatiques, jeunes choux chinois, mais aussi de la moutarde, de la roquette, tout ça qu'on s'est régalé en fait durant ces dernières semaines de récolter en jeunes pousses. Et chaque fois que vous récoltez, ça laisse de la place, ça laisse de la lumière pour d'autres pousses de se développer. Donc c'est vraiment génial, c'est un total régal. Et là maintenant, avec les premières chaleurs qui commencent à arriver certains jours, le mesclun, toutes ces jeunes pousses, ça commence à monter en graines. Et en fait, ça va faire comme un engrais vert. Je vais laisser tout ça bien pousser et puis je vais faucher et je vais implanter dedans des cultures d'été qui vont vite arriver. Toujours pareil, tomates, poivrons, aubergines, concombres, on peut même mettre melon, pastèque. Et puis on passe ensuite à un autre carré potager avec cette fois-ci une autre culture de laitue. Vu qu'on en mange beaucoup, 1, 2 par jour à nous 4, j'en plante vraiment beaucoup sur l'ensemble du potager. Donc là vous voyez la laitue qui est en partie consommée et déjà des premières contreplantations, déjà des plants de tomates notamment installés au milieu de cette culture de laitue. Des plants de tomates d'ailleurs qui n'ont pas trop de choc de transplantation. Vous savez, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, de passer de plants qui sont sous serre, en godet, dans un terreau réchauffé, de les mettre directement en pleine terre. Parfois les plants ont des feuilles un peu pâlies, un peu jaunies, mais là d'être dans un sol un petit peu plus réchauffé en carré potager, un sol qui est un petit peu plus meuble, plus aéré, le choc de transplantation est moins visible et les plants repartent un petit peu plus vigoureusement. Et puis sur l'autre partie du carré potager, là je vais m'attarder sur la culture des radis. Je vous avais montré ça il y a un mois et demi, j'avais semé plusieurs lignes de radis, plusieurs variétés en mélange, à la fois des radis violets Diana, des radis jaunes qu'on appelle les radis jolis, des radis flamboyants, des radis chandelles aussi, des radis blancs, et je vous mets quelques images des récoltes, mais vraiment comme on s'est régalé de ces radis. C'est une culture là aussi que je vous conseille, en respectant bien les clés de fertilité, vous savez, un sol bien meuble, bien humide, pas trop de sécheresse, surtout pas de sécheresse même, pas trop
trop de chaleur et on récolte ces radis. Nous ici on les mange en salade, alors j'y rajoute des tonnes de choses, hein, des pignons, des pommes, des noix, de la feta, un petit peu de féculents, de la vinaigrette, un petit peu de miel, un petit peu de menthe, un petit peu de ciboulette. Chaque fois j'y passe une vingtaine, une trentaine de radis que je coupe en rondelles, hein, tout simplement, et c'est vraiment un légume pleinement savoureux dont on se régale du potager. Donc ça fait 3 à 4 semaines qu'on s'en régale. J'ai d'autres semis un peu plus tardifs pour s'en régaler encore 2-3 semaines, hein, avant de passer à d'autres récoltes de cultures un petit peu plus estivales. Et puis pour finir avec ce coin, encore d'autres carrés potagers, un en moutarde, hein, je vous avais montré, j'avais fait un semis à la volée, on les a récoltés en jeunes pousses, hein, pour compléter nos mesclins, pour mettre avec nos laitues, donc c'est très bon, ça donne du peps. Et puis là maintenant les plants commencent à devenir un peu gros, un peu trop piquants, donc je les laisse monter, ça va faire comme un engrais vert, là aussi, hein, ça va rentrer en floraison, attirer les pollinisateurs, et puis ensuite je vais tout faucher pour planter à l'intérieur, hein, des cultures estivales, des tomates par exemple. Sur le carré d'à côté, une culture d'épinards. J'avais tenté de beaucoup l'éclaircir pour espérer avoir des feuilles géantes, mais je trouve que les résultats ne sont pas forcément meilleurs qu'une culture plus dense qu'on verra tout à l'heure. Et puis pour vraiment finir avec ce coin, je finis avec la chayotte, hein, un plant que j'ai implanté récemment, hein, je l'ai mené de façon très avancée en sac potager. J'avais commencé dès le mois de janvier, pour vous dire, hein, à mettre une chayotte dans un pot, ensuite repiquer dans un sac potager, et puis ensuite donc j'ai transplanté tout ça près de mon abri de jardin. Et si tout se passe bien, dans les semaines, dans les mois à venir, on devrait avoir l'abri de jardin complètement recouvert, complètement envahi de chayottes. Ensuite, on passe sur une zone qui est un peu plus ombragée parce que j'ai des haies qui sont plein sud, j'ai des oliviers, des fruitiers, des platanes, ce qui fait que ça génère un petit peu comme une mi-ombre. Et ça, moi, ça m'intéresse parce qu'à partir du mois de mai-juin, on a vite par ici des chaleurs et les cultures se portent mieux à mi-ombre, surtout celles-ci que vous allez voir, qui sont des cultures de mi-saison, que j'ai plantées d'ailleurs très tôt en saison, hein, parce qu'elles résistent à de petits gels. Donc juste derrière moi, vous voyez une culture d'oignons avec au milieu des plants de blettes, encore de deuxième année, qu'on finit encore et toujours de récolter. Et puis ensuite, donc sur les 2 parcelles suivantes, là vous allez voir vraiment une grande diversité de cultures. Alors je me suis tout noté pour ne rien oublier. Donc on commence avec des laitues qui sont au pied d'un chou. Ce chou, je l'ai installé à côté d'un plant de blettes, hein, qui lui aussi est dans sa deuxième année. Et ce plant de blettes, lui, il est à côté de plants de fenouil, de plants de céleri, d'une zone d'ail aussi, et à côté enfin d'un rang de mange-tout. Donc vous voyez quand même qu'il y a une sacrée diversité, que toutes ces cultures semblent très bien se porter, et ça rejoint vraiment, hein, cette théorie, cette vérité tout simplement, qui fait que du moment que chaque culture a ses clés de fertilité, hein, biologique, universelle, sol humide, température, lumière, espace suffisant, eh bien tout le monde peut absolument s'entendre avec tout le monde. Sur la parcelle d'à côté, ensuite, vous voyez 4 plants de tomates, hein, qui font partie de ces premiers plants que j'ai commencé à planter en extérieur dès la fin avril, début mai. Donc c'est l'occasion d'en reparler, hein. Je vous en ai fait une vidéo dédiée. D'implanter ces plants dès la fin avril, début mai, parfois, hein, ça peut générer quelques stress, quelques phénomènes de choc de transplantation, parce qu'il y a de gros écarts de conditions entre la serre et la pleine terre. C'est pourquoi d'ailleurs, hein, vous êtes nombreux à acclimater vos plants. Vous les sortez d'abord quelques jours en extérieur, avant de les planter, vous les ramenez à la serre, vous les faites sortir en extérieur, vous acclimatez petit à petit vos plants aux conditions extérieures. Mais le fait est que le contexte racinaire, lui, hein, on ne peut pas habituer les plants. Il passe d'un contexte de terreau, hein, bien réchauffé, engodé, à un contexte de pleine terre. Donc on a parfois des chocs de transplantation. Donc ici sur ces plants, c'est moins le cas parce que le sol là vraiment sur cette parcelle, il est très meuble, très organique, très réchauffé, très souple. On se rapproche en fait d'un contexte de terreau, ce qui fait que les plants repartent de façon bien vigoureuse. Et puis derrière, vous voyez des plants de consoude et c'est l'occasion de vous dire que je vais bientôt traiter ce sujet plus en détail. On fera une vidéo dédiée au purin de consoude, on verra quelle est sa richesse précise, quelles sont les concentrations en minéraux, est-ce qu'il faut l'apporter
apporter en pulvérisation, en arrosage, en quelle quantité, à quelle fréquence, dans quels espoirs. Ce sera intéressant d'aborder tous ces sujets à propos de la consoude. Pour l'instant, j'en profite de sa floraison, de ses feuilles pour en faire donc un beau purin. Je vais avoir des litres et des litres. Mais vous verrez que autant si on en a au potager, je trouve que c'est intéressant d'en faire, mais par contre d'en acheter dans le commerce, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je trouve qu'il y a d'autres engrais organiques plus efficaces, mais quand on en a au potager, ça peut être intéressant d'en faire un beau purin. Allez, pour finir ce tour du potager, je passe un petit peu derrière la caméra et on va arriver vraiment à une grosse densité de culture. C'est un petit peu fouillis même, on pourrait penser, mais je vous le répète, du moment que chaque culture a son espace vital, d'oxygénation, de température, de lumière, tout se passe très bien. Alors ici par exemple des petits pois, la variété Blauchoker, floraison violette, c'est une variété naine qui monte tout de même à plus de 1,70 m. Du coup j'ai mis des ficelles parce qu'avec du vent, comme il y en a un petit peu aujourd'hui, j'espère que ça ira d'ailleurs pour le son, les variétés peuvent vite se défaire de leur tuteur, donc je solidifie un petit peu. On va passer par ici, de l'ail à ma droite, des plants de tomates à ma gauche, des plants de blettes, des plants de fèves, de petits pois, de mange-tout. Tout ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc je m'y attarde pas. Encore des plants de tomates par ici. Et puis par la suite, une parcelle avec une association de 4 cultures. Là, ce sont des bulbilles d'oignons que j'ai mis début mois de mars, qui commencent à bien germer. À côté, un rang d'épinards semé en pleine terre il y a un petit mois. Ensuite, un rang de radis. Et puis ensuite, c'était un rang de radis qu'on a fini de récolter et que j'ai remplacé par un semis de carottes. Je vous l'ai montré plus en détail dans une dernière vidéo, avec vraiment l'importance de bien préparer son sol, enlever les grossièretés, ameublir, affiner, oxygéner, bien semer à bonne densité, une graine tous les centimètres, juste sous terre, en espérant avoir les meilleures carottes, le meilleur taux de germination en tout cas. Et pour ça, absolument maintenir un sol bien humide. Par ici, à côté d'un rang de pommes de terre, vous voyez des plants de curcuma et de gingembre. C'est la première année que j'ai ces cultures. En fait, c'est d'avoir eu l'occasion de goûter du curcuma frais, du gingembre frais en visitant d'autres potagers. J'ai trouvé ça tellement génial que j'ai eu le déclic vraiment pour commencer à cultiver ces deux cultures. Donc pour pouvoir les implanter, il faut s'y prendre plusieurs semaines en amont. Je vous l'avais montré sur la chaîne d'ailleurs. Il faut partir de rhizomes, de curcuma ou de gingembre et on va les faire germer. Et pour ça, il faut à la fois une humidité bien présente et puis une bonne température. Donc j'ai pris des gros pots et puis j'ai installé dedans des rhizomes, donc de curcuma, de gingembre. C'était, je crois, mois de février que j'avais fait ça. Et donc sous quelques semaines, en laissant les pots à la maison avec une belle humidité, une belle température, on a des germes qui se développent. Et puis au final, début mai, on se retrouve avec des beaux plants. Et maintenant que les gels sont terminés, eh bien j'ai pu les installer en pleine terre. Et puis on va croiser les doigts d'ici quelques mois, en fin de saison, après l'été, à l'automne, on va aller déterrer tout ça et j'espère avoir de très belles récoltes. Des plants de pommes de terre qui sont bien butées, une culture d'épinards, donc celle-ci, vous voyez, qui n'a rien à voir avec d'autres, qui s'est bien passé, un semis de pleine terre, effectué courant mars, à une densité d'une graine tous les 2-3 cm, presque à la volée en fait, et tout se passe très bien, et on a commencé les récoltes, et chaque récolte, de faire feuille par feuille, ça laisse la place aux jeunes pousses de trouver la lumière et de se développer à leur tour, ce qui fait que là, on peut récolter bien 4-5 paniers maximum, chaque panier nous donne bien 2-3 repas familiaux, donc ça fait quand même quelques dizaines de portions repas et ça c'est toujours intéressant. Et puis surtout les épinards du potager, c'est vraiment une folie, c'est extrêmement bon. On finit avec la dernière zone, une zone assez ombragée en été, donc je ne suis pas pressé pour l'implanter, qu'elle ait le temps de se réchauffer. Donc vous voyez des plants de blettes, ensuite des plants de patates douces. Je vous mets les images, j'ai commencé à implanter des plants qu'on a fait tout au long de ces premières semaines, le premier mois même. On a fait germer des patates douces, on a bouturé les lianes qui ont poussé et maintenant on peut commencer à implanter nos plants en pleine terre.
Et puis derrière, encore des plants de tomates, même si j'en ai encore beaucoup dans la serre, je commence quand même à en avoir de plus en plus qui prennent place en extérieur, en pleine terre. Je suis content de voir que ça y est, autant il faisait grise mine juste après la transplantation, autant là ça y est, ça commence à reprendre de la vigueur. Puis un coin avec un petit peu de tout, encore et toujours des blettes de deuxième année, des arbustes fruitiers, des artichauts, des fèves, des aromatiques, de la mélisse, de quoi attirer à la fois les pollinisateurs et un petit peu beaucoup même, se nourrir du potager, même si je vois que la nourriture est parfois un petit peu convoitée. Donc voilà pour ce dernier tour du potager. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les graines, les plants, le matériel, l'outillage chez mon partenaire, labonnegraine.com. Vous avez plus de 1000 variétés au choix, mes coups de cœur, les dernières variétés que je teste cette saison. Vous avez des prix très accessibles, un service client qui est vraiment irréprochable. Donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, www.labonnegraine.com. Merci beaucoup pour votre attention, d'être passé par ici. Et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!